Putain, je sais pas où t'allais te fourrer, mais t'es vraiment immonde. Il y a un truc là. Non. Non, non. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Mytho. Parce que oui, c'est vraiment le premier épisode. La vidéo d'avant, c'était une introduction. On est d'accord, hein. L'émission qui vous parle de mythes et de mythologie. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'un des mythes les plus récurrents de l'humanité, le mythe du déluge. Allez hop, comme ça sera fait, un petit instant étymologie. Le déluge, c'est l'inondation cataclysmique de toute la surface de la Terre. Ça vient du nom latin diluvium qui signifie le débordement ou l'inondation, tout simplement. Alors attention, il ne faut pas confondre déluge et fin du monde. Le déluge, comme on le verra, c'est avant tout un symbole de renouveau qui intervient dans les premiers temps de l'univers et non à la fin, comme la fin du monde. Logique. Maintenant, on va voir où et sous quelle forme le mythe du déluge s'est manifesté dans le monde. Allez, c'est parti pour un petit instant. Planisphère. Alors voilà. Déjà, on considère que le premier mythe diluvien a émergé juste ici, en Mésopotamie. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ensuite, on a des mythes du déluge là. Ah non, pas là, désolé. Bref, vous l'aurez compris, nous sommes là face à un mythe universel, si ce n'est LE mythe universel. Mais alors, à quoi on pense quand on parle de déluge ? Tout le monde connaît l'histoire de Noé dans la Bible. Grossièrement, ça donne ça. Dieu, courroucé par la méchanceté et la perversité des êtres humains, décide de noyer tout ce beau monde sous les flots, à l'exception notable du sage Noé et de sa famille, ce même Noé à qui il inspire la riche idée de construire une arche dans laquelle il place un couple de chaque espèce animale de la création. Au bout de quelques mois donc, une des colombes lâchées par Noé à la recherche d'une terre revient à l'arche avec un rameau d'olivier dans le bec. La suivante ne revient tout simplement pas au navire, la terre ferme a donc de nouveau émergé. Quelque temps plus tard, l'arche et tout le beau monde qu'elle contient se retrouvent perchés dans les hauteurs du mont Ararat en Anatolie, juste ici. C'est d'ailleurs sur le mont Ararat que régulièrement, depuis une centaine d'années, des explorateurs et même des scientifiques croient tomber sur des vestiges en bois ayant la forme d'une arche, sans jamais que cela soit avéré au final. Bon, jusqu'ici, tout va bien, vous êtes en terra cognita. Ouais, j'aime bien leur parler latin de temps en temps. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire du déluge telle qu'elle est contée dans le texte le plus célèbre de la mythologie mésopotamienne, l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh, c'est quelque chose d'assez important, puisque avec ses 5000 ans d'histoire, c'est tout simplement la plus vieille œuvre littéraire de l'humanité. C'est donc plus ancien que les premiers récits de la Bible. Rien que ça. Enlil, le roi des dieux, est accablé par le vacarme de tous ces humains qui grouillent sur terre. Il parvient donc à convaincre les autres dieux de la nécessité d'une intervention radicale pour régler le problème. Le moyen retenu par les dieux est, vous l'aurez deviné, un déluge. Prévenu dans un rêve par le dieu Ea, une figure divine positive, protectrice à la fois de l'être humain et des eaux douces, Utanapishtim construit une immense barque cubique faite de roseaux et de joncs, dans laquelle il place un couple de chaque animal de la création. Les dieux ouvrent alors les vannes du ciel. Le déluge dure 6 jours et 7 nuits. Utanapishtim lâche un corbeau qui ne revient pas. L'eau a donc finalement entamé son reflux. L'embarcation accoste au sommet du mont Nizir, vraisemblablement ici. Enlil entre alors dans une colère noire lorsqu'il apprend que des êtres humains ont survécu à son déluge. Finalement apaisé par Ea, il descend sur terre pour bénir Utanapishtim et le gratifier du don de l'immortalité. Et là, vous êtes toujours en terra cognita. On est d'accord, à quelques infimes détails près, c'est strictement la même chose que dans la Bible. Pour certains, les premiers auteurs de la Bible se seraient grandement inspirés de ce mythe.
et on est vraiment tenté de les croire. Il semble en effet qu'on puisse réduire tous les mythes diluviens à 3 mythèmes fondamentaux. Si vous ne savez pas ce que c'est un mythème, je vous invite à regarder l'épisode 0. Je vais mettre un lien là. Premièrement, un monde imparfait. Soit imparfait en lui-même, soit à cause de l'homme. En tout cas, il ne convient pas aux dieux. Deuxièmement, un cataclysme absolu. Et troisièmement, un ordre rétabli où seul le juste subsiste. Donc comme on l'a vu, les versions mésopotamiennes et bibliques de ce mythe comprennent bien ces 3 dimensions. Maintenant, on va voir avec quelques exemples tirés d'autres mythologies si c'est toujours le cas. Commençons par les Grecs. Zeus est déçu par la méchanceté de l'homme. Il décide donc de provoquer un déluge. Le titan Prométhée prévient alors son fils Deucalion et sa femme Pyrrha qui s'empressent de construire, devinez, une arche. Une fois le déluge terminé, Zeus demande au couple de jeter derrière eux les os de leur grand-mère, à savoir Gaïa, la terre, donc des pierres. De ces cailloux jetés naissent de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Chez les Indiens Yarabana, une tribu du Venezuela, on raconte que le premier monde était défectueux, pas du tout au point. Le soleil suivait un cycle jour-nuit totalement irrégulier, et les 2 seuls êtres humains existants n'étaient en rien parfaits, puisqu'ils n'avaient tout simplement pas de jambes. Du coup, les dieux décident d'un bon coup de déluge pour remettre les choses à leur place. S'ensuit alors le monde que nous connaissons. Pour les Mayas, les premiers hommes étaient des mannequins de bois desséchés, vaniteux et paresseux. Du coup, pour les noyer, les dieux font pleuvoir sur eux le feu et les ténèbres. Ceux qui en réchappent en grimpant aux arbres deviendront plus tard les singes. Une nouvelle humanité dont nous descendons apparaît alors. Celle-ci est faite de maïs. Il est conté dans la mythologie indienne l'histoire de Manu, le premier homme. Il advient un jour que celui-ci, alors qu'il se baignait dans une rivière, trouve un petit poisson qui lui demande sa protection. Le brave Manu recueille donc le poisson chez lui. Mais celui-ci se met à grossir et grossir énormément au point de ne plus pouvoir nager que dans un océan. Ce poisson s'avère être en fait le dieu Vishnu qui, pour récompenser Manu, le prévient du déluge à venir. Il construit alors une barque immense contenant toutes les semences animales et végétales de la terre et l'accroche à la corne du poisson. Bon, là d'accord, j'ai pas vraiment trouvé d'histoire de mauvaise humanité à éradiquer, mais bon, quand même. Bon voilà, là c'est juste quelques exemples, mais il y a vraiment d'innombrables mythes diluviens, plus ou moins complexes en fonction de la société dans laquelle il apparaît. Maintenant, pourquoi le mythe du déluge est si récurrent et si important dans les sociétés humaines? Il faut avant tout prendre en considération le fait suivant. L'eau, qu'elle soit salée ou douce, recouvre plus de 70% de la surface de la Terre. Autant dire qu'elle n'est jamais très loin de l'homme, sous quelque forme qu'elle soit. Par ailleurs, c'est au cœur d'une vallée fertile entre 2 fleuves, le Tigre et l'Euphrate, que sont nées, entre autres, la civilisation, la ville et l'écriture. Oui, rien que ça. Et c'est également entre le fleuve bleu et le fleuve jaune que la civilisation chinoise a vu le jour. Et enfin, c'est certainement grâce au Nil et ses rives propices à l'agriculture que la civilisation égyptienne a pu prospérer aussi longtemps. Seulement voilà, le problème avec l'eau, c'est qu'autant on peut bâtir des civilisations dessus, autant elle peut tout simplement vaporiser des civilisations. Mousson, pluie torrentielle, tempête, tsunami... L'eau a vraiment un potentiel destructeur peut-être encore plus effrayant que le feu. Et c'est dire. Autant vous dire que ces spectacles cataclysmiques qu'offre parfois la nature prennent bien soin de marquer l'imaginaire humain, et ce depuis des milliers d'années. Le but du mythe est alors de rendre intelligible à travers le langage des phénomènes d'une puissance extraordinaire. C'est en quelque sorte un moyen de se réconcilier avec le divin. Pour certains, les mythes diluviens découleraient en effet du souvenir d'un événement réel et identifiable. Il y a une vingtaine d'années, les géologues américains William Ryan et Walter Pitzman ont avancé une théorie selon laquelle une rapide fonte des glaciers aurait entraîné il y a 7500 ans un déversement brutal de la Méditerranée dans la mer Noire, qui n'était alors qu'un petit lac. Le souvenir de cet événement se serait transmis et propagé parmi les peuples du Moyen-Orient jusqu'à prendre la forme des mythes dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant vous me direz,
Pourquoi est-ce qu'on parle toujours aujourd'hui du mythe du déluge? Premièrement, parce que l'idée de déluge est omniprésente dans notre paysage culturel. Et dans ce paysage culturel, ce qu'on voit le plus en général, c'est les blockbusters américains. Une petite sélection pour vous en convaincre. L'année dernière, ce film sortait au cinéma. Et ce film-là. Et celui-ci. Il y a 6 ans sortait ce film. Et il y a 11 ans sortait ce film. Voilà, et encore là, je me suis contenté de films très récents et très connus. Mais vraiment, il y en a des pelletés. Vous l'aurez compris, le déluge continue de marquer notre imaginaire collectif. Et il n'y a pas que les films catastrophes. Le déluge est également beaucoup représenté dans les œuvres destinées à la jeunesse, et notamment les dessins animés. On notera également qu'il est très présent dans les animés japonais. Pourquoi le Japon? Parce que ça, entre autres. Vous n'avez même pas besoin de mettre un DVD ou de lire une BD pour observer un déluge en action. Il suffit de regarder régulièrement les actualités pour s'offrir de temps en temps une inondation spectaculaire. La preuve, entre le moment où j'ai écrit cette vidéo et le moment où je la tourne, il s'est passé ça au Japon. À la télévision japonaise, les commentateurs n'en reviennent pas. Une maison entière est emportée par les flots. Je pense que nous sommes encore plus sensibles aujourd'hui à ce que représente le mythe du déluge qu'auparavant. Nous avons conscience, avec le réchauffement climatique, que notre impact sur l'environnement nous précipite à toute vitesse vers des catastrophes naturelles toujours plus destructrices et toujours plus régulières. Un exemple concret, dans quelques dizaines d'années, certains États du Pacifique et de l'océan Indien comme l'archipel des Tuvalu seront tout simplement rayés de la carte à cause de l'augmentation globale du niveau des océans. Nous nous glissons malgré nous de plus en plus dans la peau des mauvais hommes d'avant le déluge. Mais dans les esprits, l'arche est désormais devenue le symbole d'une biodiversité précaire et menacée de toutes parts, qu'il faut à tout prix protéger. Le mythe du déluge est plus vivant que jamais dans nos esprits. Voilà, c'est là-dessus que s'achève l'épisode 1 de Mytho. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager surtout, et à aimer la page Facebook, tout ça, voilà. Et encore merci pour votre soutien surtout. Allez, je vous dis à plus.